J'ai passé 7 ans à regarder mon mari verser nos économies dans les factures de sa sœur et les frais de scolarité de son neveu, croyant que l'amour signifiait le sacrifice. Mais lors d'un dîner de famille, il m'a regardé dans les yeux et a dit, c'en est fini. Je veux le divorce. Mes mains tremblaient tandis que je posais la photo de l'échographie sur la table. Je suis enceinte de 2 mois. Personne n'a parlé. J'ai fait mes valises le soir même, mais ce qui s'est passé après que je sois sorti a tout changé. La photo de l'échographie était déjà chaude pour être restée coincée contre ma hanche pendant 2 heures au moment où je l'ai posée sur la nappe à côté de la saucière. Je suis enceinte de 2 mois, ai-je dit. Personne à cette table n'a bougé. Pas Daniel, qui venait de me dire, de nous dire à tous, de dire à sa mère et à sa sœur et au mari de sa sœur et aux 2 enfants assez grands pour comprendre ce que le divorce signifiait, qu'il en avait fini. Pas Mélissa, qui avait pris la couleur de la nappe. Pas ma belle-mère, dont la fourchette s'est arrêtée à 1 pouce de sa bouche et y est restée. 7 ans. 7 ans de quart de 12 heures à la clinique, à rentrer à la maison en sentant l'alcool à friction et la douleur des autres, à verser la moitié de mon salaire sur un compte joint auquel j'avais cessé de faire confiance depuis longtemps. 7 ans à regarder ce compte se vider dans des directions sur lesquelles je n'avais pas le droit de poser des questions, et il a choisi ce soir, devant tout le monde, comme si j'étais un poste budgétaire qu'il avait finalement décidé de supprimer. Je n'ai pas pleuré. Je veux que ce soit consigné parce que pendant longtemps après, les gens ont supposé que je l'avais fait. Supposé qu'il y avait eu un effondrement dramatique à cette table avec le gratin de haricots verts et la belle porcelaine que Mélissa insistait toujours pour utiliser, même pour un mardi. Il n'y en a pas eu. Je suis resté assise très immobile, comme je le fais quand un patient me dit que quelque chose ne va pas et que j'ai besoin que mon visage reste neutre pendant que mon cerveau passe en revue toutes les fractures possibles. Puis j'ai pris mon sac à main, et j'ai pris mes clés, et je suis sorti de la salle à manger de ma belle-mère pendant que mon mari disait mon nom derrière moi comme s'il en avait le droit. Je ne me suis pas retourné. Cette partie est vraie. J'étais kinésithérapeute depuis 9 ans quand j'ai épousé Daniel Reyes. Et je veux dire cela d'emblée parce que c'est important pour ce qui suit. Je lis les corps pour gagner ma vie. Je sais à quoi ressemble la compensation. Quand quelqu'un ménage un mauvais genou assez longtemps, la hanche suit, puis le bas du dos, puis ils sont dans mon bureau se demandant pourquoi tout fait mal sauf le genou pour lequel ils sont venus. Les systèmes ne tombent pas en panne de manière isolée. Quelque chose cède toujours en premier, tranquillement, pendant que tout le monde regarde le problème évident. J'aurais dû appliquer cette logique à mon mariage bien plus tôt que je ne l'ai fait. Daniel dirigeait sa propre entreprise de construction, Reyes Construction et Rénovation. 6 employés et un camion avec son nom sur la portière et des lettres en vinyle pour lesquelles il a payé trop cher. Sur le papier, nous gagnons bien notre vie. 2 revenus, pas encore d'enfants, une maison de 3 chambres dans un bon district scolaire que nous n'utilisions pas pour des enfants. Nous aurions dû être à l'aise. Nous n'étions pas à l'aise. Nous n'avions pas pris de vacances depuis 4 ans. Nous avons retardé la rénovation de la cuisine tellement de fois que le devis de l'entrepreneur avait expiré 2 fois. Quand j'ai abordé le sujet du traitement de fertilité, parce que nous essayions discrètement depuis 1 an et demi à ce moment-là et que mon obstétricien avait commencé à utiliser des mots comme consulter un spécialiste, Daniel se frottait la nuque et disait que l'argent était serré en ce moment. Peut-être le trimestre prochain, peut-être après la clôture du chantier Hendrik. L'argent était serré parce que pendant 7 ans, par des montants assez petits pour être justifiés un par un, Daniel avait financé toute la vie de sa sœur. Ça a commencé raisonnablement. C'est comme ça que ça commence toujours. L'ex-mari de Mélissa a quitté la ville en ne payant pas la pension alimentaire la 2e année de notre mariage, et Daniel a aidé pour le loyer pendant quelques mois le temps qu'elle se remette sur pied. Je n'ai pas bronché. C'est ce que fait la famille. Puis ce fut le dépôt de garantie pour un appartement plus grand parce que les enfants avaient besoin de leur propre chambre. Puis une Honda Odyssey d'occasion quand sa voiture est tombée en panne, parce que comment allait-elle emmener les enfants à l'école? Puis, il y a 3 ans, quand son fils aîné Tyler est entré dans une école privée avec une bourse qui couvrait 70%, Daniel a discrètement couvert les 30% restants pendant 4 semestres consécutifs sans me dire le total. Chaque fois que je trouvais un retrait que je ne reconnaissais pas et que je posais des questions, Daniel avait les 3 mêmes mots prêts comme un mot de passe, c'est la famille, Émilie. Je suis ta famille aussi, ai-je dit plus de fois que je ne peux compter. Et il me lançait un regard comme si j'étais mesquine à ce sujet, comme si j'avais échoué à un test de générosité qu'il supposait que je passerais sans qu'on m'en dise les règles. J'ai ramené des feuilles de calcul à la maison.
Je suis apparemment une personne qui fait des feuilles de calcul quand elle a peur, avec des codes couleurs et des formules, comme si assez de formatage conditionnel pouvait faire voir à Daniel ce que je voyais. Il y jetait un coup d'œil pendant 4 secondes et disait que je m'inquiétais trop, qu'il gérait la situation, que je ne comprenais pas ce que c'était de diriger une entreprise. Comme si je n'avais pas été assise en face de lui à notre table de cuisine pendant 7 ans à le regarder diriger cette entreprise vers une version de la solvabilité qui ne fonctionnait que si l'on ne regardait pas de trop près où nos économies personnelles étaient passées. Je l'aimais. Je veux être honnête à ce sujet parce qu'il est plus facile de raconter cette histoire comme si j'avais tout vu venir et que j'étais resté quand même par faiblesse. Et ce n'est pas tout à fait vrai. J'aimais une version de Daniel qui existait dans les 2 premières années. Celui qui conduisait 90 minutes pour m'apporter de la soupe quand j'avais la grippe, qui a un peu pleuré à notre mariage, qui m'envoyait des textos pendant sa pause déjeuner sans autre raison que de penser à moi. Cet homme n'a pas disparu d'un seul coup. Il s'est érodé, comme une rive de rivière s'érode, assez lentement pour que vous continuiez à construire votre maison plus près du bord parce qu'hier, le bord était ailleurs. Au bout de 4 ans, j'ai essayé de réparer ça comme je répare tout, avec un système. J'ai suggéré que nous séparions les comptes différemment, un compte joint pour les factures communes et des comptes personnels séparés pour tout le reste, pour qu'au minimum, je sache exactement ce qui était à moi et que j'arrête de trouver des surprises avec mon nom attaché. Daniel a accepté presque trop facilement, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ce que cela signifiait en réalité, j'ai compris bien plus tard, c'est qu'un compte personnel séparé lui donnait une ligne plus nette pour faire transiter de l'argent sans qu'une épouse adepte des feuilles de calcul ne vérifie chaque retrait par rapport au calendrier familial. Je me suis dit que le nouveau système fonctionnait pendant un certain temps parce que les surprises sur le compte joint ont effectivement ralenti. Je n'ai pas pensé à demander pourquoi. J'étais tellement soulagé d'avoir moins de disputes que j'ai pris le calme pour un progrès au lieu de remarquer que c'était en fait la dissimulation qui trouvait une meilleure cachette. 3 mois avant ce dîner, j'ai trouvé le chiffre qui a finalement fait craquer quelque chose en moi. Je faisais ce que je faisais tous les quelques mois, me connecter au compte chèque joint pour le rapprocher de mon propre calcul mental. Et il y avait un virement sortant. 60 000 $ partis en un seul retrait. Pas de mémo, daté de 6 semaines plus tôt. Pas un petit montant Venmo, pas un petit montant de carte de crédit. 60 000 $, environ un tiers de ce qui aurait dû se trouver dans nos économies combinées après 7 ans de 2 revenus à temps plein. Mes mains tremblaient au moment où Daniel est rentré ce soir-là. Je n'ai même pas dit bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a regardé l'écran pendant exactement une seconde avant que ses épaules ne s'affaissent d'une manière qui m'a dit qu'il attendait cette conversation, et non qu'il la redoutait. Attendant, comme si c'était inévitable, et il avait déjà répété son texte. Mélissa en avait besoin pour la maison. 60 000 $. Elle verse un acompte pour un logement. Elle ne peut pas le faire avec son seul revenu. Tu le sais. Tu ne m'as jamais demandé. Je n'avais pas besoin de ta permission pour aider ma famille. Quelque chose dans ma poitrine est devenu très froid et très silencieux. Je suis ta famille, aussi. Il n'a pas répondu à celle-là. Il a pris ses clés sur le comptoir et a dit qu'il avait besoin d'air, ce qui était la version de Daniel pour s'éloigner de tout ce qui l'obligeait à rester dans l'inconfort plus de 10 secondes. Et je suis resté dans notre cuisine à écouter son camion sortir de l'allée et je me suis posé pour la première fois en 7 ans une question que je ne m'étais jamais laissé poser à voix haute. Ce soir-là, quand il est revenu, je l'ai posé quand même. Si j'avais eu besoin de 60 000 $, me les aurais-tu donnés aussi vite? Il n'a pas répondu. Il a regardé le sol. Il n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit parce que le silence a répondu pour lui, et je suis allé me coucher ce soir-là sur le bord le plus éloigné du matelas, le dos tourné vers lui pour la première fois depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. 2 semaines plus tard, un test de grossesse à domicile m'a dit ce qu'une prise de sang confirmerait plus tard. J'étais enceinte. Enfin, après 18 mois d'essai et un rendez-vous d'un spécialiste de la fertilité que nous ne pouvions apparemment pas nous permettre. Je me suis assise sur le bord de la baignoire en tenant le test à 2 mains comme s'il pouvait se dissoudre si je le lâchais. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis plus longtemps que je ne pouvais le situer, l'espoir, vif et déraisonnable. Le genre qui vous convainc qu'un bébé peut recoudre un mariage que l'argent avait déjà tranquillement déchiré. J'aurais dû le lui dire le soir même. J'ai retourné cette décision plus de fois que n'importe quelle autre dans toute cette histoire. La version où je l'asseyais à la table de la cuisine et lui disais les mots simplement.
ne lui donnant rien d'autre à quoi réagir que moi et la nouvelle et nous deux. Au lieu de cela, j'ai attendu. Je me suis dit que je voulais le bon moment, quelque chose de doux, quelque chose qui ne soit pas empêtré dans une autre dispute sur les dépenses de Mélissa. J'ai choisi le dîner du dimanche de sa mère. Mélissa serait là et son mari et les enfants, et une petite partie pleine d'espoir en moi pensait que l'annoncer devant la famille qu'il aimait clairement encore plus qu'il ne semblait aimer la famille qu'il avait fondée avec moi, lui rappellerait ce entre quoi il choisissait. Je n'ai jamais regretté une décision plus vite de ma vie. Nous étions à 4 bouchées du rôti de bœuf quand Daniel a posé sa fourchette avec la finalité spécifique d'un homme qui avait préparé quelque chose pendant toute la purée de pommes de terre. Il faut qu'on parle. La table est devenue silencieuse de cette manière particulière dont les pièces deviennent silencieuses quand tout le monde sauf une personne sait déjà ce qui va arriver. J'ai regardé Mélissa. Mélissa regardait déjà son assiette. Je pense que nous devrions divorcer, m'a dit Daniel devant toute sa famille, comme s'il annonçait un changement dans le calendrier du chantier Hendrik. Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru que j'avais mal entendu. Tu plaisantes. Non, tu fais ça ici, devant tout le monde? Ça ne marche plus, Émilie. Le mari de Mélissa a trouvé quelque chose d'urgent sur son téléphone. La fourchette de ma belle-mère est restée en suspens. Et Mélissa, qui, je le comprendrai plus tard, savait que cela allait arriver depuis des semaines, peut-être plus longtemps. A ouvert la bouche et a dit la chose qui résonne encore dans ma tête plus que l'annonce du divorce elle-même, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour mettre un bébé dans la situation. Je n'avais encore rien dit à propos d'un bébé. Mes mains tremblaient quand j'ai cherché dans mon sac à main. J'ai sorti la photo de l'échographie que je portais sur moi depuis 2 jours, attendant un moment qui n'avait plus aucun espoir d'être doux. Je suis enceinte. Silence de mort. Daniel est devenu blême. Et dans les décombres de ce silence, j'ai compris avec une clarté totale que Mélissa n'avait pas réagi à une hypothèse. Elle avait réagi à une information. Quelqu'un lui avait dit qu'un bébé pourrait compliquer les choses avant que je ne le dise à qui que ce soit. Je me suis levé. J'ai regardé Daniel puis Mélissa, la femme que j'avais tranquillement, involontairement subventionnée pendant 7 ans, et j'ai découvert que je n'avais plus rien à leur dire qui ne sortirait pas comme quelque chose que je regretterais devant 2 enfants qui ne méritaient pas de voir ça. Alors, je n'ai rien dit. J'ai pris mes clés et je suis sorti. Et Daniel a crié mon nom derrière moi de la manière dont on crie après quelqu'un dont on sait déjà qu'il ne se retournera pas. Et je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à ce que je trouve un Best Western près de l'autoroute avec une machine à glaçons en état de marche et j'ai pleuré sur le parking jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à pleurer. À 7 heures le lendemain matin, Daniel avait appelé 12 fois. Mélissa a envoyé 3 textos que je n'ai pas lus au-delà de l'aperçu. Ma belle-mère a laissé 2 messages vocaux, le second considérablement moins sympathique que le premier. J'ai tourné mon téléphone face contre la table de chevet de l'hôtel et je les ai tous bloqués avant même d'avoir pris mon café. Ma sœur Rachel est arrivée 1 heure plus tard avec 2 cafés et une seule instruction, commence à parler. Alors, je l'ai fait. Tout, l'argent, les années de c'est la famille, le traitement de fertilité que nous ne pouvions soi-disant pas nous permettre, les 60 000 $, l'annonce du divorce à une table de dîner avec la purée de pommes de terre encore chaude dans les assiettes, l'échographie. Le commentaire de Mélissa avant que j'aie dit un mot. Rachel n'a pas interrompu une seule fois. Elle n'a pas dit une seule chose sur Daniel, ce qui pour Rachel, qui n'a jamais de sa vie retenu une opinion sur quiconque que j'ai fréquenté, était sa propre forme de déclaration. Elle a juste fini son café, s'est levée et a commencé à m'aider à faire un sac pour sa chambre d'amis comme si c'était un problème de logistique, ce que c'était principalement cette semaine-là. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de Rachel cet après-midi-là, et ce soir-là, une fois que l'adrénaline s'était suffisamment dissipée pour laisser place à quelque chose de plus froid et de plus utile. Je me suis assise à sa table de cuisine avec mon ordinateur portable et tous les relevés bancaires que j'ai pu trouver pour les 2 dernières années. Et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire bien longtemps avant d'avoir besoin d'une photo d'échographie pour faire valoir un point à une table de dîner. J'ai lu chaque ligne. Les 60 000 $, il s'est avéré, étaient le chiffre que je connaissais déjà. Ce n'était pas, et de loin, l'image complète. Il y avait des factures médicales que je ne reconnaissais pas, 4 000 $ payés à un cabinet de dermatologie à Deauville de là où ni Daniel ni moi n'avions jamais été patients. Il y avait 2 acomptes de vacances, chacun d'environ 800 $, pour un complexe hôtelier à Cabo versé une année où nous n'avions pas pris de vacances. Il y avait un prêt datant de 4 ans plus tôt, 12 000 $,
avec pour seul mémo Omitemp. Jamais remboursé, jamais mentionné à nouveau après le retrait initial. Et il y avait le devis de la clinique de fertilité que j'avais demandé 18 mois auparavant. Celui que Daniel m'avait dit que nous ne pouvions pas nous permettre, 9 000 $ pour un bilan diagnostic complet et une série de traitements. J'ai vérifié la date par rapport à notre compte. Le mois où on m'a dit que ce chiffre était trop élevé, Daniel avait transféré 11 000 $ à Mélissa pour ce que le mémo appelait, avec une franchise qui ressemblait presque à une provocation rétrospective, aide. Il avait trouvé l'argent chaque fois que c'était pour elle. Il avait trouvé des raisons pour lesquelles il n'existait pas chaque fois que c'était pour moi. J'ai arrêté de pleurer vers minuit. Je veux être précise sur ce qui l'a remplacé car ce n'était pas de la rage. Ou pas seulement de la rage. C'était quelque chose de plus proche du sentiment que j'éprouve au travail quand une radiographie explique enfin 6 semaines de douleurs mystérieuses d'un patient. La clarté. Une clarté froide et utile. J'ai arrêté de lire les relevés comme une épouse blessée et j'ai commencé à les lire comme ce que j'étais réellement à ce moment-là, c'est-à-dire quelqu'un qui construisait un dossier. Relevé après relevé, mois après mois, le même schéma se répétait avec une constance qui aurait été presque admirable si elle ne m'avait pas coûté une décennie de sécurité financière et possiblement une décennie de maternité que j'essayais de commencer. De l'argent qui sort. Aucune explication de notre côté. Mon nom nulle part sur les autorisations pour des transferts de cette taille, ce qui, j'apprendrai plus tard, n'aurait pas dû être légal sans ma signature sur un compte que nous possédions tous les deux. Et puis, à la page 6 d'un relevé datant de 14 mois, niché entre un paiement d'assurance et une charge de quincaillerie, j'ai trouvé une ligne qui ne correspondait pas à l'histoire que j'avais déjà construite, un virement bancaire, 4 200 $, récurrent. Je l'ai confirmé une fois que j'ai su quoi chercher. Le même montant, le même jour du mois, remontant à au moins 14 mois, peut-être plus longtemps que ce que couvraient mes archives. Allant vers un numéro de compte qui ne correspondait à rien. Pas le compte chèque de Mélissa, dont j'avais vu le numéro d'acheminement une fois des années auparavant quand Daniel m'avait fait co-signer quelque chose auquel je n'avais pas assez réfléchi. Pas un compte que je reconnaissais du tout. J'ai vérifié la date à laquelle le virement récurrent a commencé. Mon estomac s'est noué d'une manière que j'ai senti dans mes dents. Ça a commencé le même mois où Daniel m'a dit que le traitement de fertilité était trop cher à envisager. Je suis resté là à fixer l'écran pendant un long moment, le curseur clignotant sur un élément qui a changé toute la forme de ce que je pensais comprendre. Parce que si j'avais raison sur ce que je regardais, si ce n'était pas le nom de Mélissa à l'autre bout de ce virement, alors cela n'avait jamais été seulement l'histoire d'un mari qui ne pouvait pas dire non à sa sœur. C'était l'histoire d'un mari qui avait tranquillement financé quelque chose ou quelqu'un d'autre entièrement et m'avait laissé croire pendant 3 ans que sa sœur était toute l'explication. Rachel m'a trouvé encore en train de fixer l'écran un peu après 1h du matin. Émilie, qu'est-ce que c'est? J'ai tourné l'ordinateur portable vers elle. Je ne pense pas que Mélissa soit la seule à qui Daniel a menti. Mon téléphone, débloqué 20 minutes plus tôt parce que Rachel m'avait convaincu que je devais au moins voir ce qu'il disait, a vibré sur la table entre nous. Daniel. 13e appel en 2 jours. Cette fois, j'ai décroché. Il faut qu'on se voie, a-t-il dit. Pas de bonjour, la voix tendue d'une manière que je ne lui avais entendue que 2 fois auparavant. Une fois quand son père est mort. Une fois quand un accident de chantier a failli lui coûter sa licence. Ce soir, amen, il s'est arrêté. Viens, c'est tout. Et amène Mélissa quand tu lui parleras. J'avais un dossier imprimé et prêt avant même d'avoir fini de mettre mon manteau. Je n'y suis pas allé seul et je n'y suis pas allé à l'aveugle. L'amie d'université de Rachel, une femme nommée Priya Anand, qui avait passé 11 ans comme jury comptable avant de se mettre à son compte, a jeté un coup d'œil au relevé que j'avais signalé et m'a dit par téléphone à 8 heures le lendemain matin que ce que je décrivais ressemblait moins à un problème de loyauté familiale qu'à quelque chose qu'elle voudrait tracer correctement avant que je ne confronte qui que ce soit. Virement récurrent vers un compte non vérifié, structuré pour rester en dessous de certains seuils de déclaration, parallèlement à des refus documentés de dépenses conjugales partagées, a dit Priya. Relisant mon propre résumé dans le langage plat et prudent de quelqu'un qui avait témoigné dans suffisamment de cas de divorce et de fraude pour savoir exactement combien chaque mot pesait. Je ne vais pas spéculer sur ce que cela signifie pour l'instant, mais je peux tracer l'origine de ce compte, et je peux vous construire quelque chose qui tiendra la route si cela finit devant un juge. Cela lui a pris 4 jours. 4 jours pendant lesquels je n'ai pas bien dormi,
pendant lesquels je suis allé travailler et j'ai posé mes mains sur les épaules et les genoux d'inconnus et leur ai dit de respirer pendant l'étirement alors que ma propre poitrine me semblait être lentement compressée. Pendant lesquels Daniel a appelé directement le téléphone de Rachel quand j'ai arrêté de répondre au mien. Pendant lesquels Mélissa a envoyé un texto d'une seule ligne, « S'il te plaît, parle-lui. C'est plus gros que l'argent », que j'ai lu 4 fois avant de comprendre que c'était, sans le vouloir, une confirmation de quelque chose. Le 4e jour, Priya m'a envoyé un rapport de 11 pages. Le 4e jour, j'ai aussi, pour la première fois depuis que j'étais sorti de ce dîner, appelé une avocate. Son nom était Denise Okafor, une avocate en droit de la famille avec 19 ans de pratique, la plupart spécialisée dans les cas où les actifs cachés étaient la question centrale plutôt qu'une note de bas de page. Le genre d'avocate, m'avait dit l'ami de Rachel, qui ne sciait pas face à la complexité. Denise a lu le rapport de Priya devant moi lors de notre première rencontre dans une salle de conférence avec vue sur un parking et n'a pas réagi comme je m'y attendais. Elle n'a pas halté. Elle a pris de petites notes précises dans les marges d'une copie imprimée et a occasionnellement posé une question de clarification d'une voix si égale qu'elle a stabilisé quelque chose dans ma propre poitrine juste d'être à proximité. Le virement récurrent ne va pas à votre belle-sœur, a dit Denise après environ 40 minutes, en tapotant la page où Priya avait tracé le numéro d'acheminement. Il va à un compte détenu par un homme nommé Robert Kessler. Les notes de Priya indiquent qu'une recherche de privilèges immobiliers relie ce nom à une adresse résidentielle à 40 minutes d'ici. Je voudrais que cela soit confirmé de manière indépendante avant de dire quoi que ce soit de définitif. Mais Émilie, je ne pense plus que ce soit de l'argent de famille. Je pense que ce sont peut-être des dettes de jeu, ou peut-être autre chose entièrement. Et je pense que votre mari a construit l'histoire de Mélissa comme couverture pour vous deux, qu'elle ait pleinement compris ou non ce qu'elle couvrait. Je suis resté très immobile dans cette salle de conférence, de la même manière que j'étais resté très immobile à la table du dîner 3 semaines plus tôt, et j'ai senti le dernier morceau du mariage que je pensais avoir se dissoudre tranquillement. Denise n'a pas perdu de temps à être douce sur ce qui allait suivre. Elle a pris son téléphone là, dans la salle de conférence, et a appelé un contact à l'unité locale des crimes financiers, le détective Marcus Felt, 19 ans au sein du service, les 11 derniers travaillant exactement sur ce genre de cas. Elle a mis le haut-parleur pour que je puisse entendre les deux côtés, ce qui, j'ai compris plus tard, était autant pour mon bénéfice que pour le dossier. Felt n'était pas au début particulièrement chaleureux. Il avait clairement déjà pris des appels comme celui-ci de conjoints convaincus d'avoir découvert un complot qui s'est avéré être des frais de découvert ou un abonnement oublié. Et ses premières questions avaient la qualité plate et inquisitrice de quelqu'un qui vérifiait si je valais le temps du service. « Reprenez le numéro d'acheminement pour moi », a-t-il dit lentement. Je l'ai fait. Je lui ai lu les chiffres du compte du rapport de Priya, les dates, le montant récurrent, le mois où cela avait commencé par rapport au devis de la clinique de fertilité. Il y a eu une pause sur la ligne assez longue pour que je pense que l'appel avait été coupé. Cette adresse, a finalement dit Felt d'une voix différente de celle avec laquelle il avait commencé. Vous avez dit que Priya Anand a fait la recherche de privilèges. Oui, je connais ce nom. Elle a témoigné dans 2 de mes affaires. Une autre pause. Des papiers qui bruissent de son côté. Je ne peux rien confirmer lors d'un appel ouvert, Madame Reyes. Et je vous demanderai de ne pas répéter ce que je vais dire en dehors de cette pièce, mais cette adresse est déjà apparue avant, 2 fois. Rien qui n'ait abouti les 2 fois pour des raisons qui ont plus à voir avec des témoins qui se taisent qu'avec la faiblesse des preuves. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie que si ce que vous avez trouvé tient la route, vous n'êtes pas la seule personne à qui de l'argent a disparu vers cette adresse. Cela signifie que j'aimerais des copies de tout ce que Madame Anand a tracé. Et cela signifie que j'aimerais que vous laissiez votre avocate gérer la prochaine conversation avec votre mari. Parce que tout ce que vous lui direz maintenant pourrait compliquer une affaire qui n'est plus seulement la vôtre. J'ai raccroché, ressentant quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas de la justification, exactement, mais je n'étais plus seul dans ce que j'avais trouvé. Pendant 3 semaines, j'avais eu le sentiment que je pourrais être en train de construire un dossier à partir de coïncidences, qu'un détective ou un juge pourrait regarder mes feuilles de calcul comme Daniel l'avait toujours fait, avec 4 secondes d'attention et un verdict que je m'inquiétais trop. Le scepticisme de Felt, puis son absence soudaine de celui-ci, m'a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre de la part de quelqu'un qui ne me devait rien. Que la chose que j'avais trouvée à la page 6 d'un relevé bancaire était réelle, et qu'elle était plus grande que mon mariage. J'avais 24 heures pour décider quoi apporter à cette réunion avec Daniel et cela ne semblait pas suffisant.
Denise a exposé les choses clairement le matin même. Je pouvais y aller avec tout, les virements, le rapport de Priya, le privilège immobilier reliant les paiements récurrents à un nom qui n'était pas celui de Mélissa, et forcer la confrontation immédiatement avec des témoins si je le voulais. D'une manière qui mettrait probablement fin à tout espoir de résolution à l'amiable, mais qui me protégerait aussi légalement dès l'instant où je sortirais de cette pièce. Où je pouvais en garder une partie. Laisser Daniel croire que je ne savais encore que pour les 60 000 et l'argent de la fertilité et voir ce qu'il dirait quand il penserait que la pire chose que j'avais contre lui était sa sœur. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici, a dit Denise. Mais il y a une version où vous entrez préparé et une version où vous entrez en espérant qu'il vous dise la vérité volontairement. Je vous encouragerai à choisir la première. Les hommes qui mentent avec succès depuis plus d'1 an choisissent rarement l'honnêteté juste parce que vous avez enfin demandé gentiment. Elle avait raison, et une partie de moi, épuisée et encore pleine d'espoir, avait besoin de l'entendre de quelqu'un qui n'était pas impliqué émotionnellement avant de pouvoir complètement abandonner la deuxième option. J'ai rencontré Daniel et Mélissa dans un dîner près du palais de justice, un lieu que Denise avait suggéré spécifiquement parce qu'il était public, bien éclairé. Et n'avait absolument aucune salle privée où une conversation pourrait se transformer en quelque chose que je devrais décrire soigneusement à un juge plus tard. Daniel avait l'air de ne pas avoir dormi. Mélissa avait l'air de déjà savoir, de la manière dont les gens ont l'air quand ils ont passé des jours à répéter une version des événements qui ne survit pas tout à fait au contact d'un dossier de relevé bancaire. Je n'ai pas élevé la voix. Je veux que ce soit consigné, aussi. J'ai posé le dossier sur la table entre les sachets de sucre et le menu plastifié, et je l'ai ouvert à la page avec le virement récurrent surligné, et j'ai dit, j'ai besoin que tu me dises qui est Robert Kessler avant que je te dise ce que je sais déjà. Parce que je veux voir si tu prononceras son nom. Le visage de Daniel a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire en 7 ans de mariage. Il s'est vidé. Mélissa a mis sa main sur sa bouche. Daniel, ce n'est pas ce que tu penses, m'a-t-il dit. Et puis plus faiblement, ce n'est pas ce que ça a l'air. Alors dis-moi de quoi ça a l'air. Il lui a fallu près de 10 minutes dans une banquette de dîner avec son café qui refroidissait et Mélissa qui pleurait silencieusement dans une serviette à côté de lui pour dire les mots à voix haute. Une partie de poker privée, sur invitation seulement, qui avait commencé comme un exutoire au stress pendant une période difficile de l'entreprise il y a 3 ans et qui, de son propre aveu, avait dégénéré au point où il perdait 80 000 $ face à un homme qui organisait la partie dans un garage à 40 minutes de là. L'histoire du loyer de Mélissa, de la voiture de Mélissa et des frais de scolarité de Mélissa avait été réelle, en partie. Il l'avait aidé un peu, mais c'était aussi devenu l'explication qu'il utilisait chaque fois que je trouvais un virement qu'il devait couvrir. Parce que c'est la famille, Émilie, il était une phrase que j'ai cessé de remettre en question après la 3e ou 4e fois. Il était plus facile de me laisser croire que sa sœur était chère que de me dire qu'il perdait discrètement nos économies au profit d'un homme nommé Robert Kessler depuis 3 ans, y compris, le rapport de Priya l'a confirmé. Pendant la période exacte où il m'a dit que le traitement de fertilité était financièrement hors de portée. Mélissa n'était pas au courant du montant total. Elle a confirmé plus tard, séparément à Denise, qu'elle savait que Daniel avait couvert une dette de poker une fois il y a quelque temps et avait sincèrement cru que les plus gros retraits au fil des ans étaient principalement pour sa famille parce que Daniel le lui avait dit aussi. Il l'avait laissé croire qu'elle était la bénéficiaire d'argent qui, en réalité, n'était majoritairement pas le sien du tout. Ce qui signifiait que Mélissa avait passé 3 ans à être reconnaissante envers un frère qui l'utilisait comme couverture plutôt que de l'aider par amour. Et découvrir cela dans une banquette de dîner a brisé quelque chose dans son expression que j'ai reconnu parce que c'était la même chose qui s'était brisée dans la mienne 3 weeks plus tôt. Ce qui s'est passé après cette réunion au dîner a bougé plus vite que je ne l'attendais et plus lentement que je ne le voulais, de la manière particulière dont les processus juridiques semblent toujours gérer les deux à la fois. Denise a demandé le divorce dans la semaine, citant une faute financière et une dette conjugale non divulguée, avec le rapport d'expertise de Priya joint comme pièce justificative. Parce que les virements du compte joint vers le compte de Kessler avaient eu lieu sans ma signature ni ma connaissance sur des retraits de cette taille, une violation, a confirmé Denise, du libellé spécifique des termes de double autorisation de notre compte. J'avais le droit de demander le recouvrement d'une partie importante des fonds dissipés dans le cadre du règlement plutôt que de diviser ce qui restait de nos économies épuisées 50-50e comme si l'épuisement avait été une décision partagée. Robert Kessler, il s'est avéré, était déjà connu des forces de l'ordre local. Le détective Marcus Felt, 19 ans au sein du service, la plupart dans les crimes financiers,
a dit à Denise lors d'une demande de dossier que l'opération de Kessler avait été signalée 2 fois auparavant pour l'exploitation d'une opération de jeu illégale, bien que rien n'ait abouti précédemment. Mon cas, en particulier les virements bancaires documentés et datés que Priya avait tracés, est devenu un fil dans une enquête qui était déjà vaguement en cours. Ce qui signifiait que pour la première fois depuis que j'avais trouvé ce retrait de 60 000 $ un mardi soir au hasard, quelque chose que j'avais découvert comptait pour plus que mon propre mariage. Daniel n'a pas contesté la demande de divorce une fois qu'il a compris quelles preuves existaient contre sa contestation. Il a contesté brièvement et sans succès la partie du règlement lié au recouvrement des fonds jusqu'à ce que Denise souligne lors d'une séance de médiation qu'un juge examinant 14 mois de virements récurrents non divulgués vers une opération de jeu illégale. Parallèlement à un schéma documenté de refus d'accès de sa femme enceinte à un traitement de fertilité pendant la même période, était peu susceptible de statuer en sa faveur sur grand-chose. Il a signé 3 semaines après cela. Mélissa et moi ne nous sommes pas parlé depuis le dîner. Je ne sais pas si nous le ferons un jour. Je ne la déteste pas. J'ai assez réfléchi à la question pour être assez sûr que c'est vrai. Mais je ne sais pas non plus ce qu'il reste à dire à quelqu'un dont la gratitude envers son frère s'est avérée être construite sur le même mensonge qui m'a coûté 3 ans d'essai pour avoir un bébé. J'ai entendu dire par l'intermédiaire de Rachel qu'elle et Daniel ne se parlent pas beaucoup non plus maintenant que ce que la loyauté familiale protégeait réellement toutes ces années n'a pas survécu à la banquette du dîner non plus. Ma fille est née un mardi au début du printemps, 7 livres et 2 onces, avec une tête pleine de cheveux noirs qui a fait rire aux éclats l'infirmière de l'accouchement. Je l'ai nommée d'après ma grand-mère. Je ne l'ai nommée d'après personne liée aux 7 années qui l'ont précédée. Je travaille toujours à la même clinique. Je pose toujours mes mains sur les épaules et les genoux des gens et leur dis de respirer pendant l'étirement. J'ai acheté une petite maison il y a 11 mois avec de l'argent qui était pour la première fois depuis plus longtemps que je ne m'en souvienne, entièrement et vérifiablement à moi. Et je garde les relevés de compte maintenant comme Priya me l'a appris. Rapproché mensuellement. Chaque ligne lue. Rien de supposé. Denise envoie toujours une carte pour les fêtes. Priya et moi avons pris un café une fois quelques mois après la conclusion du règlement, et elle m'a dit de la même voix plate et prudente qu'elle avait utilisée pour me relire mon propre résumé que la plupart de ces cas ne se terminent pas avec la personne qui l'a engagé gardant réellement quelque chose. Le mien, si. J'y pense parfois, non pas comme un tour de victoire parce que ça ne ressemble jamais tout à fait à ça, mais comme un fait auquel je m'habitue encore à ce qu'il soit vrai. J'ai gardé la photo de l'échographie. Elle est dans un cadre maintenant au lieu d'un sac à main, sur une étagère dans la chambre de ma fille. Une lumière chaude au lieu des néons de la table du dîner. Je la regarde parfois et je pense à la version de moi qui l'a portée sur elle pendant 2 jours à la recherche d'un moment de douceur qui n'est jamais venu. Qui pensait qu'une photographie pouvait réparer ces temps où on m'a dit tranquillement, par une centaine de petits retraits, que la famille de quelqu'un d'autre comptait plus que la mienne? Elle ne le pouvait pas. Elle n'allait jamais le faire. Mais il s'est avéré que c'est la chose qui m'a finalement fait arrêter de demander à Daniel de s'expliquer et commencer à lire chaque ligne moi-même à la place. C'est la partie que je raconterai à quiconque me le demanderait. Pas la fin, la lecture.